salut à vous autres, comment ça va? Bonsoir, c'est doux. C'était beau, ça. Spin-moi ça. Ça, c'était l'intro expéditif. C'est ça. C'était vraiment une intro fantastique. Est-ce que c'était des vrais mots que tu as dit ou c'était comme un langage à l'engine de poitrine? Je laisse ça aux téléspectateurs de découvrir. Hey, t'avais des shout-outs aujourd'hui à faire. J'ai des shout-outs. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet. J'ai pas le choix d'y aller avec engine de poitrine, pas parce que c'est un succès interplanétaire et que c'est le buzz du moment, parce que réellement, comme vous le savez, on les a propulsés au podcast en parlant en avance. Enfin, on voulait juste avoir un extrait pour être viral sur les internets, fait que par-en. Voilà, fait que engine de poitrine, le volume 2 tant attendu. J'ai réussi à mettre la main sur une copie avec mon cher ami Louis-Philippe, copie qui vaut déjà 500 balles parce que c'est un first press d'un vinyle beaucoup trop attendu. Puis là, il y a une tournée vraiment comme planétaire qui est sur l'ordre pratiquement partout. Le volume 2, c'est le même univers que le volume 1. Ouais. Va un petit peu plus loin, s'amuse, c'est une recette qui fonctionne. Puis honnêtement, je suis vraiment content pour eux qu'ils aient le succès. C'est qu'ils le méritent. Puis des fois, à quel point que ça prouve que l'Internet, ça peut être un étincelle qui fout tout en feu. Puis c'est vraiment ça. Les gars sont partout, ils reçoivent des critiques positives, des éloges. Je pense à un Mike Portnoy qui en parle. Il y a un côté mainstream d'un truc qui est hyper niche underground, qui est rendu juste populaire de façon incroyable. Puis j'ai encore de la misère à comprendre comment, des fois, je comprends l'univers, je comprends le mystère, mais la musique en tant que telle, c'est hyper niché, c'est zéro accessible. Je pense qu'il y a un côté quand même où ce que les gens, quand il y a un trend, sont plus ouverts à y aller. Mais quand même, je trouve que c'est pas accessible, c'est zéro grand public. Fait que ça me surprend comme popularité. Puis moi, honnêtement, je suis très content parce que j'en avais parlé, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment incroyable, c'est leur microtonalité puis comment leur build-up pour arriver à un truc super déjanté. Le volume 2, on est servi. Mais quand même, de façon populaire générale, c'est pas de la musique de populace, mais ça avait quand même une popularité actuellement impressionnante. Je pense qu'il y a un effet bébite de foire, dans le sens que enlève l'esthétique, je sais pas si ça aurait pogné autant. Je pense que c'est comme un amalgame de choses. Je sais pas comment ça va perdurer dans le temps. Là, je pense qu'il y a un gros buzz en engine de poitrine. Dans 5 ans, je sais pas s'ils vont être encore aussi mainstream ou pas. Fait que je sais pas dans le temps comment ça va évoluer. Mais qu'ils surfent sur leur vague, puis je leur souhaite que ça perdure. Mais dans le sens, je sais pas. Je suis curieux de savoir, en fait. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir si ça va s'essouffler parce que le volume 2, ressemble énormément au volume 1. Une petite coche au-dessus, je pense à UTZP qui est mon coup de cœur de l'album. Vraiment effréné, c'est hyper pété, puis j'adore ça. Est-ce qu'un volume 3, idem, je serais aussi hype, je le sais pas. C'est là, le volume 2 est sorti, pour moi c'est cool. Ouais. Est-ce qu'on va aller ailleurs ou on va rester dans une même recette? Puis on a déjà eu la discussion avec Freds qui connaît un énorme succès puis que je suis très fier puis content pour lui, mais qui est dans une recette répétée puis que son public cible, c'est qu'il va transporter. Si Engine vise ça, je pense que ça va être la continuité de la chose, mais je serais quand même curieux. Un jour, j'aurais aimé avoir des paroles, mais maintenant, c'est avec tout leur dialecte. Je pense que ça briserait. À la limite, tu pourrais avoir des featuring. Exact. Peut-être. Des invités et tout, mais voilà, fait que Engine, good job. Mon deuxième shout-out, c'est Émile Bilodeau. Oui. Émile Bilodeau, l'album Bill des îles, ça a été enregistré en 2024 aux îles de la Madeleine. On connaît mon amour pour les îles, c'est un endroit paradisiaque. Émile Bilodeau, ça fait longtemps qu'il roule, premier album 2016, ça fait déjà 10 ans. Mais dans cet album-là, c'était une captation live, puis particulièrement de bonne qualité. L'ambiance, les chansons, puis c'est Émile fait de tout. On parle d'harmonica, de guitare, de voix. C'est d'une grande chaleur, d'une grande sincérité, le contact avec le public, l'aisance, le personnage, ça a l'air vraiment d'un real good guy. Ses paroles sont intéressantes. Il y a un côté que c'est simple, imagé,
ça s'inscrit dans le populaire. C'est très épuré, là, en fait. C'est lui seul sur scène. Exactement. Ouais. Puis j'ai aimé ça. On sent la proximité. Il vient nous toucher sur l'album. Les sujets sont intéressants. Ça fait rêvasser. Il y a de la réflexion là-dedans. Mais il y a un happy mood qui est vraiment prenant. Cet album-là me fait du bien, honnêtement. C'est un album que j'écoute depuis une couple de semaines, honnêtement, en boucle. Là, je l'ai pris en vinyle. Puis honnêtement, je suis vraiment pas étonné, mais agréablement surpris de la qualité d'un album live. Qu'on le sait qu'une prestation live, pas toujours facile d'avoir une qualité avec les applaudissements, avec la foule, les bruits ambiants, mais là, celui-là, particulièrement bon. Super bon. Good job à Steve Lemay pour la captation, son tech de son et tout, mais l'album en tant que tel, vraiment. Puis il y a une reprise intéressante, vraiment en Innu, avec Matsu, qui est un chanteur Innu, puis c'est la reprise de son grand succès, Ça va, mais version Innu. Donc ça, c'est vraiment touchant. Puis l'interprétation d'Émile est différente de quand il y avait 19-20 ans. Maintenant, tu le vois, la façon, ça fait longtemps qu'il arrête cette chanson-là. Il se l'a approprié, l'émotion, la façon de l'interpréter. Il l'a fait évoluer. Là. Il l'a fait évoluer. Elle était super intéressante. Puis Émile s'intéresse beaucoup à tout ce qui est tous les peuples amérindiens et tout. Donc, je trouve ça intéressant. Celle-là, c'est la seule qui est pas aux Îles-de-la-Madeleine. C'est une chanson qui a été enregistré à part Cartier, donc c'est différent, mais il l'a intégré parce que c'est une chanson live au même type que les autres. Super intéressant, grand coup de cœur pour moi. Fait que, good job Émile, puis honnêtement, une première partie d'Émile Bilodeau pour Petit Roi, moi je dirais pas non. Ça serait le fun, hein? Ça serait vraiment hot. Fait que, peut-être qu'un jour on vous l'annoncera, ne sait-on jamais. Absolument. Je peux faire un petit shout-out si jamais... là, j'essaie juste de me rappeler. C'est que j'ai juste l'abréviation. Deux petits trucs qui sont sortis que j'ai quand même aimé. Neil Morse Band, qui est un groupe de prog, qui est un des bands que Mike Portnoy, justement, fait partie. On sortit un album. Neil Morse, ça fait longtemps qu'il est dans le décor. C'est du progressif à sa définition la plus vraie. Vraiment, vraiment excellent. C'est des gens qui trippent... bon prog clean, vraiment bien fait, des bonnes structures, etc. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Avec Mike au drum, c'est sûr qu'on se trompe pas. Là. Et pour juste relancer sur la discussion de la dernière fois, je n'ai toujours pas débuzzé de Big Flo et Oli. Et plus ça va, plus je l'aime. T'sais, on était un petit peu comme je suis pas sûr. Non, on avait des... Je pense que vraiment, on le dit des fois, il y a des albums qu'il faut écouter. Puis à un moment donné, OK, on commence à accepter des affaires qu'on aimait moins, etc. Karma, là, il est à 2 chansons près d'être mon album de l'année. Il y a 2 tunes que Focus, je suis encore pas un gros fan, puis il y en a une autre, là, en fait, que j'ai tendance à skipper, mais pour le reste, je commence à vraiment diguer, puis aussi à porter attention aux paroles, puis aux jeux de mots, puis etc. Puis ils ont, quand on parle de multisyllabique, tout ça, ils te maîtrisent ça à fond la caisse. Ça fait comme des maîtres. Des fois, commencer à jouer sur des doubles sens en multisyllabique, tout ça, des trucs comme ça. Vraiment, vraiment cool, en fait. Fait que je viens de dire, pour vrai, donner la chance des fois à des albums. Honnêtement, oui. Puis si mes propos du dernier podcast, plus mitigés, plus je suis déçu en général. Moi, je suis pas à l'album de l'année de mon côté. C'est un bon album. Ça ne demeure pas mon album préféré. Okay. Excuse-moi, peut-être pas l'album de Big Flo et Oli. Ça reste pas mon album coup de cœur. Par contre, comme tu dis, la maîtrise des textes, la maîtrise des flows, l'aisance, les beats, c'est super intéressant. Mais effectivement, c'est un album qu'il faut apprécier après plusieurs écoutes. C'est comme un whisky, ça ne recrache pas à première gorgée. Là. C'est essayer de comprendre un peu les arômes puis d'aller plus loin. Je vais donner un exemple là, vraiment d'un album très très similaire d'un artiste bien connu. Pour moi, c'est le Recovery de Eminem. Quand Recovery est sorti, je tripais pas pantoute parce que je reconnaissais pas ce que j'aimais d'Eminem, le côté un peu plus comme déglingué, etc. Moi, je serais pas dans Recovery. Moi, je serais dans Relapse. C'est Relapse que tu parlais ou Recovery? Non, Recovery. Moi, je pensais que tu parlais de Relapse, parce que Relapse aussi, a été très mal reçu. Là. Il a été mal reçu, mais c'est juste qu'il était disparu, puis il est revenu avec vraiment une drive vraiment plus sérieuse, beaucoup plus pop, entre parenthèses, dans la structure, etc. Il était revenu vraiment plus rapper, dans le sens que... c'est puis j'avais pas tant trippé sur le coup.
Puis à force de l'écouter, Recovery va faire partie de mon top 4. Moi, c'est un de mes albums préférés. Oui, c'est ça, exact. Parce que je trouve que tu ressens la maturité. Il a fallu que je donne comme plus d'écoute que, mettons, Marshall Mathers ou Slim Shady ou encore, ou peu importe. C'est le genre d'album comme ça qu'on dirait qu'il me déstabilise. Puis je suis comme, ok, non, puis il y a des chansons que je vais accrocher. Puis d'autres que... Fait que bref, tout ça pour dire que Big Flo et Oli a grandi dans mon cœur encore plus. Puis pour conclure sur eux, Oli a fait un extrait d'une chanson de son projet qui est vraiment excellente. Puis ça, je l'attends. Puis ça, je veux du gros rap. Puis je veux que ça pète à la Oli. Puis ça, je suis vraiment content. Je suis hype. Je suis préparé à ça. Puis je serais déçu d'avoir une pop lichée rendue là parce que c'est pas ça que personne veut ça. Puis c'est pas ça qu'Oli non plus propage depuis un bon bout de temps. Mais ça a amené beaucoup de clash. Booba, actuellement, est vraiment sur leur dos. Là, encore plus que d'habitude, parce que là, ils les accusent Booba, là. Mais Booba, il fait ça avec tout le monde, au final. Puis, c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne comprends pas. Bref, tout ça pour dire que j'aime ça. Je commence à l'aimer, Karma. Puis, il n'y a pas énormément de gros... Il n'y a pas de sorties qui m'ont excité ben. Fait que je pense que je suis resté stocké sur les mêmes affaires depuis dernièrement, non, c'est ça. Fait que voilà. Hey, là, la trêve musicale, on a fait piger à notre ami Chat un sujet. Parce qu'on sait, on a une banque de sujets, puis tant qu'à les imprimer, on y fait piger pour hasard. Puis c'est quoi qu'il a dit aujourd'hui? Nos guilty pleasures. Oh oui, nos plaisirs coupables. Loi 101, des albums. C'est quoi ta définition déjà de plaisir coupable? Juste pour qu'on s'entende puis qu'on soit sur le même... Plaisir coupable? Plaisir coupable, là, je pense que ma référence, c'est quand tu es adolescent, là. Mettons, t'es dans une gang, on parle de métal, de trucs, mettons, quand même trendy, puis toi, quand t'arrives chez vous, t'écoutes du Ashley Simpson en cachette. C'est quelque chose que t'aimes réellement, qui te fait du bien, mais que t'oses pas nécessairement partager. Oui. OK. Je pense qu'en général, ça peut être ça. Puis il y a des plaisirs coupables qui sont mainstream. Aujourd'hui, t'as plus une gang de métal. Est-ce que tu déclares encore tes plaisirs coupables aujourd'hui? Ah ben oui, j'en ai encore des plaisirs coupables que je vais moins parler. Mettons, mon plus récent, ça doit être Francis Cabrel. Oui. Ça en est un, ce plaisir coupable. Mais ça, en même temps, je suis quand même quétaine, kitsch à certains niveaux d'envie, en amour aussi. Fait que moi, du Francis Cabrel, du Joe Dassin, du Charles Aznavour, c'est différent, mais quand même, cette vague-là me touche. Le plaisir coupable, est-ce que tu rends-tu des classiques? Tu sais, mettons, Cabrel, Joe Dassin, etc. Ça reste quand même des classiques de la musique française. Dans le sens que... Oui, mais est-ce qu'on il y a un côté quétaine. Est-ce que, mettons, le plaisir coupable est une quétaine? Ça n'est un. Ça, c'est un plaisir coupable pour moi. C'est pas un classique. Là. Ils n'ont pas marqué le panthéon de la musique francophone. Mais en même temps, mettons, le plaisir coupable aussi, James Blunt. Ça, c'est l'album avec Goodbye My Lover, avec... Puis c'est avec Billy et tout, c'est album que... Ouais. Goodbye, my friend. Ouais, mais ça, juste faire une voix cet album-là, je le trouve excellent. Je l'écoute régulièrement en vinyle. Je l'ai racheté en vinyle, l'édition limitée rouge. Puis honnêtement, je suis hyper content. Ça. Back to Bedlam. Oui, ça, Back to Bedlam, exact. Album que je trouve incroyable, que je trouve parfait. L'émotion est là, la simplicité. Il vient me chercher. Puis c'est quétaine, oui. Mais j'adore ça. Puis je pense que la différence avec un plaisir coupable à l'âge adulte versus adolescent, c'est qu'on s'en fout un peu plus de le nommer. C'est que, mettons, je t'ai montré Tragédie l'autre fois. Je sais que t'aimes pas ça. Moi, mon calice. Tu sais ce qu'on fait? Moi, j'aime ça, je chante. Puis je le sais qu'il y a un côté quand même mauvais, pas tant hot que ça, mais ça me parle pour une raison qui m'est inconnue. Puis ça vient me chercher, je trouve ça drôle. C'est comme... j'ai une chanson Incomplete des Backstreet Boys. Ouais. Ça, je la chante, man, en faussant que le Chris, man, avec ma blonde en char, puis tout. Puis je l'assume, mais je l'écoutais, man, cette chanson-là. Pas mauvaise. Mais je l'écoutais, cette chanson-là, quand j'étais jeune, mais j'en parlais pas. Là. Backstreet Boys fait vraiment partie de mes plaisirs coupables. Ben moi, je trouve pas ça mauvais. Mais les 2 premiers albums. Ouais. Après ça, j'ai pas suivi. Là. Mais là, je n'arrête pas de name drop des trucs. Toi, ton premier plaisir coupable, mettons, que tu te rappelles, peut-être pas le premier, mais un plaisir coupable que tu te rappelles dans ton adolescence que tu n'osais pas partager à Tommy, Joe, etc., mettons tes chums d'époque. Le problème, c'est que j'ai jamais été gêné de mes goûts musicaux. Dans le sens que... Ouais, t'étais assumé à pas mal. Moi, j'étais assez assumé. Fait qu'il y a des affaires que j'écoutais que clairement personne aimait. Là. Pardon? J'avais acheté à un moment donné un album de Edgar Bory.
qui est un artiste québécois. J'aime beaucoup le monsieur qui est vraiment... j'ai rencontré, il est super fin, puis etc. Mais tu sais, il fait un peu vieille musique française, etc. Puis son trip, c'est que quand il faisait des spectacles, on le voyait jamais, fait qu'il était tout le temps caché, etc. Mais tu sais, c'est vraiment une musique qui était clairement pas pour un jeune de 14 ans. Ouais. Mais tu sais, j'aimais ça, tu sais, j'aimais... mais tu sais, les affaires que j'écoutais plus ado, mais tu sais, les G-Squad, tu sais, des fois, ça me revient une ou deux tunes, je trouve ça drôle parce que ça marquait ma jeunesse à un certain moment. Là, c'était un boys band français. Ouais. Tu sais, etc. Mais j'ai jamais tant été gêné de mes goûts musicaux. Mais t'as toujours été super assumé, même tant dans ton look que dans tes goûts. C'est comme on a parlé dans un podcast ultérieur, quand tu débarqué avec ton gros cowboy, ton gros gilet des cowboys, même dans un truc à Musique Plus, de Slipknot, avec tes culottes carottées, pis tout, t'as toujours eu quand même un I don't give a fuck, man, de look de ce que t'écoutes, puis assez assumé. Y a-tu des choses que t'écoutes que les gens pourraient être surpris? En général? Il faudrait, j'y pense, un petit peu plus. Le pire, c'est que c'est moi qui t'ai envoyé des sujets. Oui. je m'étais pas préparé. De façon générale, j'aime encore beaucoup le premier album de Mano. J'en parle de temps en temps, c'est récurrent, là. Mais je pense pas que les gens vont être surpris. Non. Mais j'aime. Mais dans les plaisirs coupables, ça en fait partie, je pense. Ah ouais? Tu sais, je pense que c'est pas un plaisir coupable d'aimer la tribu de Dana. Ouais. Mais le chien du forgeron, oui. Tu sais, comme, mettons... la tribu de Dada, man, c'est que tout le monde le chante dans tous les karaokés du monde. Là. Mais l'album Panic Celtic, puis tu sais, Panic Celtic, Fest-Noz de Paname... Je l'ai, c'est lancé aussi, puis il est bon. C'est un bon album. Puis le deuxième aussi, pour vrai, il est bon. Mais il y a des moments, c'est un peu cheesy quand même, c'est quoi, tu sais, c'est barre, etc. Mais ça a été un de mes premiers rapproches à la musique rap. Avec Dogmatic et tout ça, mais tu sais, reste que Mano, ça avait rentré fort, puis je l'avais en cassette, puis je l'ai vraiment écouté. Mais des trucs gênants que je pourrais écouter en ce moment, je vais te laisser y aller, puis je vais essayer d'y repenser, voir. Ben moi, mais toi, ton premier, là, Ashley Simpson, je sais que c'en est un. Là. Ah, c'est clairement là que je m'en vais, parce que moi, j'ai grandi beaucoup dans le métal en général, puis c'est qu'il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé pas mal tout en général, mais à l'école secondaire, à mon époque, c'était vraiment... Il y avait des métalleux, mais ça... Attends, c'est métalleux, t'as les black metal, trash metal, death metal. Après ça, t'as les skateurs qui écoutaient, tout dépend des gangs. Plus du punk rock. Après ça, t'avais comme les rappeurs qui écoutaient plus du rap. Puis là, après ça, t'avais comme des tranches aussi, rap québécois, rap français. Fait que là, c'était tous des sous-genres, des étiquettes. Puis j'étais comme, on peut pas juste écouter de la musique. Mais à ce moment-là, c'était une question d'identité aussi, autant vestimentaire que identité propre. Mais moi, mettons, je travaillais principalement avec des métalleux, c'est le look que j'avais. J'étais un petit cœur-tante, un petit teddy bear, man, mais avec une croix en envers et des gros bracelets. Mais reste que, principalement, je parlais de métal avec des gens. Puis c'était l'époque qu'on allait sur Metal Archive, man, puis chercher le band le moins connu de la planète avec 3 auditeurs puis une chanson avec un nom pas possible. Puis plus que c'était underground, plus que c'était hot. Puis, mais c'était pas meilleur, là. Fait que, tu sais, moi, de mon côté, j'écoutais du métal, j'en consommais beaucoup. Puis quand j'arrivais chez nous, ben là, je me permettais, chez nous, d'aller chercher des trucs un peu plus soft, comme Ashley Simpson. Ouais. Ashley Simpson, Love, L-O-L-O-L-O-V. Tu dois capoter, hein, parce qu'elle revient, je pense. C'est vrai? Je pense qu'elle annonce une tournée puis un album. Mais honnêtement, c'est parce que je connais juste cette chanson-là. C'est chez fuck all ce qu'elle a fait, là. Tu sais, je me rappelle, sa sœur, ça, je ne savais pas, Jessica Simpson. Jessica avec... oui, Jessica Simpson. Avec Put Your Boot On, c'est ça, l'affaire de vraiment... En tout cas, c'était pas excellent. C'était pas elle qui faisait le refrain aussi de la tune Eminem? De Guess Who's Back? Non, pas celle-là. Non, je pense... Ah ouais, ça se pourrait. When they went to the door, it was clear to me. You're the one they adore. Je pense que c'est Jessica Simpson qui chante ça. Ça se pourrait, mais je suis pas certain. Mais ouais, Ashley Simpson, Love, ça, c'est un de mes premiers coups de cœur. Mais ça, dans ce temps-là aussi, l'époque de Musique Plus, moi, j'ai découvert James Blunt avec You're Beautiful. Ouais. Puis, c'est le clip... affreusement mauvais, là. Lui qui se déshabille sur le bord de l'eau et qui se ramasse une pied. Là. Mais moi, ça a été quand même mon accès. C'est Musique Plus à l'époque. Musique Plouk. M'a amené à découvrir beaucoup de trucs quand même cheesy.
comme des trucs bons. Tu sais, James Blunt en fait partie. Puis par après, j'ai découvert son album, puis je me suis rendu compte dans cet album-là, dans Back to Bedlam, c'est la chanson que j'aime le moins. Parce que c'est la porte d'entrée, c'est la chanson de James Blunt. Ouais. Mais c'est aussi la chanson que James Blunt déteste le plus faire dans ses tournées, puis il n'a pas le choix parce que c'est son gros hit. Ouais. Mais le reste de son album... Ça doit être plate, quand t'es pogné, t'es ton gros hit, que t'as pas le choix de jouer, puis tu joues comme 300 fois par année, tu l'aimes pas. Pas tough, là. Ça doit être chiant. Il me semble que Maiden, c'était Run to the Hills qui sont écœurés de faire, puis ils n'ont pas le choix de faire à toutes les crises de show. Ça doit être tough parce que t'es reconnaissant, parce que cette chanson-là t'a propulsé, mais c'est aussi Mais à un moment donné, c'est une pression de devoir la faire. Ça, mais à un moment donné, si t'as fait plus, là, le monde va accepter que t'as fait plus. Tu sais, Radiohead, là, Creep, ils la font jamais en show. Ah ouais? Jamais. Depuis quasiment toujours. Je pensais que c'est une chanson qu'ils faisaient, parce que c'est une chanson que tout le monde connaît. Là. Oui. Radiohead, si tu me demandes une chanson, je te nomme Creep en partant. Là. Mais c'est une chanson pour la majorité des mortels. Borderline, jamais en spectacle. Ouais. Parce qu'ils l'aiment pas. Ouais. Ils aiment pas ça, ils aiment pas ça à faire, puis etc. Puis depuis aussi longtemps que je les connais, ils ne jouent pas en show. OK. Fait que... c'est intéressant, parce que ça, c'est pas parce qu'elle t'a fait connaître que t'es obligé de la faire tout le temps. Si ton public aime ce que s'y tu attendent fais. plus, là. C'est t'as ça. fait jamais, fait Ah ouais. ils s'attendent plus à ce que t'as fasses. Ah non, c'est clair. Puis quand t'as fait, là, ils l'ont fait un moment donné, il y a genre quelques années, puis là, tout le monde trippait, mais c'était... Mais tu sais, si on revient au plaisir coupable, c'est ça, mettons, c'est les plaisirs que je me rappelle, James Blunt et Ashley Simpson, que je parlais pas. Mais en même temps, c'est moi, je trippais sur Avril Lavigne, mais j'avais les Avril CD Lavigne, moi, j'aimais ça. à ce moment-là. Puis j'en écoute encore ça, ok, ça peut en faire partie. Mais Avril Lavigne, c'est Evanescence aussi, man, c'est des trucs qui étaient quand même mainstream, puis moi, les gens avec qui je me tenais n'écoutaient pas de trucs mainstream comme ça, tu comprends? Fait que c'est moi, Avril Lavigne, Evanescence, ça, c'est deux groupes qui, pour plein de monde, font quand même, c'est fucking bon. Mais oui, je suis d'accord. Mais moi, les gens avec qui je me tenais n'écoutaient pas ça. Fait que pour moi, ça n'était un plaisir coupable. Pour toi. Ah ouais, clairement. Puis, tu sais, je sais pas à quel point. Simple Plan, tu sais, j'ai le deuxième album, surtout, moi, je l'aimais beaucoup. Puis ça, c'était un guilty pleasure, man, parce que c'est pas tout le monde qui aimait ça, Simple Plan. Tu sais, t'avais, dans le courant punk rock de ce moment-là, t'as du Blink, t'as du Sum 41, du Good Charlotte, Billy Talent, puis t'as Simple Plan, tu sais, qui détonnait. Puis, tu sais, Simple Plan, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'il y avait, à l'époque, le même traitement dans la scène, le même traitement que Big Flo et Oli dans le rap français. C'est dans le sens que c'est pas tout le monde qui cautionnait, c'est pas tout le monde qui acceptait, puis les gens disaient c'est moins bon que le reste, mais ils l'ont toujours fait à leur sauce à eux, puis ils sont toujours restés ancrés dans leur soulier. Puis ça a fonctionné, ils virent encore Simple Plan aujourd'hui. Puis malgré tous les haters, ils sont rendus hyper populaires. Puis s'il y a un band qui a marché au Québec, c'est bien eux. Ouais. S'il y a un duo de rap, de faux rappeurs, c'est comme certains disent, ben c'est bien Big Flo et Oli qui ont fonctionné en France aussi. Fait que ça, je trouve ça hot, que ce genre de plaisir coupable-là, peut-être bien que pour Big Flo et Oli, ça devait être des plaisirs coupables aussi dans leur début. Pour certains, vas-y, t'habites, je sais pas, dans le 13, man, en France, t'es dans le quartier, tout le monde écoute, man, c'est du gros rap. Toi, t'écoutes du Big Flo et Oli. Peut-être bien que c'est ton plaisir coupable. Fait que des fois, j'imagine que le plaisir coupable, c'est pas juste une étiquette, mais avec qui tu te tiens, quel genre de musique que t'écoutes. Puis peut-être qu'un plaisir coupable, c'est pour toi, ça en est un, puis qu'au final, ça ne l'est pas pour l'autre. Ouais. Mais, tu sais, tu parlais de Simple Plan. Je pense qu'il y a plusieurs affaires. Tu sais, Simple Plan au Québec. Parce que je pense que le traitement tu sais, moi, je faisais partie des gens qui ne trippaient pas Simple Plan tant que ça. Il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai vécu la hype là, quand le premier album sortait avec I'm Just a Kid. I'm Just a Kid, je l'écoutais un peu. Il y a des tunes que j'écoutais quand même, mais je trippais pas tant que ça. Ouais. Mais c'est que aussi, juste avant, la scène punk, entre parenthèses, ils les ont connus sur leur band Reset, qui était vraiment du punk rock, genre à la, whatever. Là, peut-être pas Millennium Collin, là, mais dans le sens, c'était vraiment du punk rock qui embrassait tous les codes du punk rock, etc. Puis là, ça avait pas été plus raw, man. Là, c'était plus liché. Là. Ben, c'est un peu ça. C'est comme si, je sais pas moi, on parlait d'Upvert. Upvert, là, il fait comme son truc, genre super métal. Puis là,
tout d'un coup, il fait une chanson parce que c'est genre, il reprend les meilleures chansons de Nathalie Simard. Tu fais comme. Ouais, tu sais, comme c'est un peu. Tu sais. Fait que là, oui, ça marche, mais comme. C'est clair. Fait que je pense qu'il y avait ça en tant que tel parce que Reset n'était pas connu mondialement. C'était connu au Québec pour les gens de la scène. Fait que tu sais, je pense que c'est peut-être ça aussi qui arrive, c'est que là, c'est comme. Ben, tu sais, ils ont décidé d'embrasser la pop plus que d'autres choses. Mais. Puis I'm Just a Kid. C'est une bonne tune, mais c'est vraiment cheesy. C'est comme une... Ça, en plaisir coupable, là, ça, je pense c'est numéro 1, dans le sens que pour n'importe qui, c'est... tout est lame là, dans cette tune-là. Ouais. Les couplets, les bridges, le texte, tout est lame 10 sur 10. Ouais. Mais c'est un riff d'oreille, c'est un verre d'oreille, puis comme tout le monde la connaît. Là. Ça fonctionne, ça a un potentiel radiophonique, c'est accessible pour monsieur, madame, tout le monde. C'était le clip qui était pour le film là, The Good Guy, de mémoire. Avec, Mais c'est la preuve des fois que les choses simples fonctionnent, puis il faut pas toujours aller dans la complexité. Ouais. Mais puis en même temps, si je me demande, c'est le traitement qu'on parle. Je pense qu'il était surtout au Québec. Oui, c'est ça. À l'international, ils ont toujours eu bonne réputation. Là. Je pense. Mais j'ai arrêté de les suivre, par exemple. Oui. C'est leur tune reggae avec Sean Paul. Là. Je peux pas dire que je suis un gros fan. Depuis le deuxième album, j'ai jamais suivi ce qu'ils ont fait après, pour être honnête. Là, mais à ce moment-là, Welcome to My Life, c'est sur le deuxième? OK. Welcome to My Life, mettons, ça c'est ma chanson. Plaisir coupable de Simple Plan. Ouais. Welcome to My Life, je la trouve vraiment bonne. J'ai vraiment le goût de la chanter fort. J'aime tellement pas cette tune-là. C'est Welcome to My Life. Just a Kid, là. Ben, Welcome to My Life de Simple Plan, puis Boulevard of Broken Dreams de Green Day, mettons. C'est deux chansons que je chantais à toute tête puis que j'aimais vraiment. Là. Que j'avais en CD puis que j'avais dans mon MP3 après. Puis qu'il passait entre du Dismeux pour rire, du Bourzoum puis du Gorgoroth. Puis Welcome to my life. C'était vraiment éclectique. Mais ça n'était des plaisirs coupables, moi. T'as-tu le temps de réfléchir aussi? J'essaie, j'en ai pas tant que ça en fait. C'est que j'ai eu un moment. C'est parce que mes plaisirs coupables, c'est pas tant des affaires, c'est des affaires de jeunesse. Que tu sais, des fois je remets puis que je trouve ça drôle de réécouter. Fait que tu sais, comme toute la genre de pop des années fin 90, style Aqua. Genre Cartoon Heroes de Aqua. Tu sais, des fois, elle va popper puis je suis comme content de l'écouter. Là, mettons. Mais en fait, Aqua, j'haïssais pas. J'avais le premier. J'ai eu les 2 albums de Aqua quand j'étais kid. Mais en show, c'était nice, ça, Aqua. Ça, j'ai pas été jusque-là. Bon. Ah, mais moi, j'ai allé voir Aqua en show. Non, j'ai pas vu Aqua en show. J'ai vu. En fait, c'est que j'ai vu une vidéo de Barbie Girl passer il y a pas longtemps. Elle est comme en top. Hein? Ouais, elle est comme en top avec des go bas, même pis tout. Là, pis c'est fucking intense. C'était quand même drôle. Je serais pas allé. Mais de voir la vidéo, j'étais comme, ok, ça avait quand même de la gueule. Mais il y a un côté de moi qui aime quand même la pop. Fait que, de façon générale, Gwen Stefani vient au festival d'été cet été. Je veux aller la voir. Tu sais, comme No Doubt, ça, j'ai aimé ça, j'en ai écouté. Mais je pense que je préfère No Doubt à elle solo, mettons. Oui, mais son premier album était bon. Avec All About Girl. Ben, je pense que c'est la seule que je connais. Non, t'en connais au moins 2-3 autres. Ah ouais? Ok. What's You Waiting For? Mais non, mais je pense que c'est ça. C'est une bonne pop star qui marche. Oui, tu sais, je suis comme. Oui, j'ai été beaucoup No Doubt. Tu sais, ça, j'aimais ça. Là, le côté très ska, très 90s, etc. Mais tu sais, j'aime. Je peux aimer de la bonne pop. Fait que, tu sais, je veux dire, Britney Spears. Tu sais, des fois, je trouve ça drôle d'en écouter. Il y a des tunes qui sonnent bien et qui sont bonnes. Toxic, c'est une bonne production. Il y a des trucs comme ça, mettons, c'est grand public qui sont intéressants. Moi, j'aime des fois des pop quétaines aussi, mettons. Mais moi, fut un temps, quand j'avais le câble, que j'écoutais La Voix, que j'ai écouté American Idol, que j'ai écouté c'est America Got Talent. C'est des... comment il s'appelle? Sam Smith, Adam Lambert. C'est une société ici for your entertainment. Puis c'est hyper, man. C'est comme une espèce de côté techno, électro, pop. Je trouve ça joyeux. Sam Smith, man, avec cette espèce de voix. Puis son premier album avec une voix plus plaintive, un peu. Puis j'aime ça. Ça vient me toucher. Un James Arthur. C'est ça, mettons, encore aujourd'hui, des voix comme ça, puis ça dépend quelle voix, mais ça, à La Voix, parlant de voix, c'est des Rick Pagano,
Travis Cormier qui avait chanté Dream On d'Aerosmith. J'ai quelques sensations, mais moi, ça, je déteste cette tune-là. Mais c'est pas une chanson que j'aime. Dream On, là, elle m'énerve. Là. Ouais, mais moi aussi, mais Travis l'avait fait intéressante, dans son énergie, ça m'avait plu. Ouais. Mais tu sais, vois-tu, à la voix, j'aimais pas les chanteurs de voix. Tu sais, les chanteurs de voix qui ont une voix juste, tu tiens la note, puis c'est une chanteuse à voix naturelle. Mais je peux pas dire, je connais pas, j'ai pas le référent pour la voix, là, mais... Mais mon point était pas tant de te faire aimer la voix que ce que j'aimais, c'est les voix écorchées, c'est les voix avec de l'émotion. Non, pas ça. Mais le premier show de ma vie que je suis allé voir, par contre, avec ma mère, c'était Garou. Man. Ah ouais? Puis c'était comment? Je m'en rappelle pas beaucoup. Je pense que c'est une bonne chose. Non, moi, je suis sûr que t'as trippé. Je sais pas. J'ai mangé les oreilles. Il y en avait pas mal. Il y a des bonnes oreilles. Ben, toi qui aimes les oreilles de Chris. Ah oui, non, il est bien membré de l'oreille. Ben, okay. Mais non, c'est ça. Je pense que plaisir coupable. En général, j'en écoute. J'en ai beaucoup de plaisir coupable. Dans mes listes de lecture, j'ai plein de petits trucs comme ça, de pop kitsch. J'ai pas fini avec Ariel Smith. Ariel Smith, là. Ouais. Ils ont scrappé pour moi The Eminem Show. L'album presque parfait, mais il a fait une tune avec le sample de Dream, avec cette tune là. Je la skip tout le temps. Ben, pas si pire que ça. Là. Oui. Ah ouais? Ah ouais. Ben, moi, je trouve que c'est intéressant, repris par Eminem. C'est pas une chanson que j'écoute tout seul, mais dans l'album, ça skip bien. Ben, ça skip bien. Ça skip très bien. C'est pas mon highlight, mais je trouve ça intéressant. Non, mais tu sais, l'album, il y aurait pas eu cette tune là. Ah ouais. Ça aurait été correct. Surtout cet album-là. Ça aurait été correct, là, s'il n'y aurait pas eu cette tune là. Ouais. Je veux dire, OK, là, mais tu aurais pu mettre ça sur un B-side ou juste garde ça chez vous, là, dans ton ordi. Parce que là, on pourrait continuer à parler de plaisir coupable. En général, je serais curieux de savoir, ceux qui nous écoutent, c'est quoi votre définition de plaisir coupable? C'est quoi vos plaisirs coupables à vous, que ce soit de jeunesse, que ce soit actuel, les choses que vous osez pas parler à votre entourage? Peut-être bien qu'à cette heure, vous vous assumez comme nous autres, mais je suis curieux de vous lire. Nommez-moi au moins un plaisir coupable que vous avez. Là. Mais ouais, je serais curieux, moi aussi, de lister ça en tant que tel. Ouais. Voir qu'est-ce que... J'aime beaucoup les génériques des années 90. Ouais. Je sais pas si c'est des plaisirs coupables ou pas, là, mais une toune de Maya l'abeille, moi, heureux. Ben, sûrement que oui, pour certains. Mais c'est ça l'histoire. C'est que je pense que plaisir coupable, c'est hyper large. Hein, ouais, parce que c'est la définition que toi, tu fais par rapport à ton entourage. Genre, personne n'écoute ça sauf moi. Ah, j'en ai un vrai plaisir coupable. Ouais. Puis tu sais, des trucs que tu fais, tu sais, que je vais pas forcément dire à tout le monde. Là. Ouais. Mais ça, j'aime... Carmen Campagne. Non. J'aime beaucoup écouter mes tunes. Tes chansons? Ouais. Mais moi, je dois sûrement être le principal auditeur de Petit Roi. Là. J'écoute beaucoup mes chansons. C'est vraiment con, là, mais tu sais, comme. C'est pas parce que c'est meilleur que d'autres choses, c'est juste j'aime ce que je fais. Fait que, j'ai tendance, ça m'arrive souvent en auto d'écouter mes tunes, d'écouter des projets sur lesquels j'ai travaillé, etc. Mais tu sais, comme, je peux pas faire comme, t'écoutes quoi ce temps-ci? Moi. Ah, c'est clair. Mais j'écoute énormément, puis des fois, c'est pour aller voir, c'est la réécouter plusieurs fois pour voir le défaut. Ouais. Puis des fois, je me rends compte qu'il n'y a plus de défaut, puis je l'aime, ma tune, puis j'aime l'écouter. Puis souvent, en char, mettons, avec ma fille ou avec ma blonde, on va mettre du Petit Roi, puis on écoute, puis je suis content de le faire. Tu sais, j'aime tes chansons aussi, j'en écoute. Tu sais, non, mais moi aussi, je suis un bon consommateur de mes propres chansons. Ouais. Je suis content. Tu sais, je pense qu'il y a une part de fierté aussi. On aime ce qu'on fait, puis c'est intéressant, puis on est allé chercher ce qu'on voulait exactement nous. Fait que c'est sûr que ça s'y prête bien, mais c'est clair que ça n'est un truc que tu dis pas de genre, toi, mettons, qu'est-ce que tu écoutes, moi. Ça sonne pas bien, là. Ça sonne vraiment narcissique à ce fuck. Ah oui. mais vous aurez d'écouter du Petit Roi, on est deux à trouver ça vraiment excellent. On a au moins deux fans. Il y a au moins 2 fans, il y a nos mamans, nos enfants, nos blondes. Fait que on est quand même 6 à 8. Là. Ça, c'est un gros public, ça. Ouais. Mettons, à partir de combien d'auditeurs t'es populaire au Québec? Je ne sais pas. Parce qu'une gang pour la police, pas en musique, c'est à partir de 3 personnes. Ah, bon, ben. Mais là, à 8, on a une foule. Ben oui. Mais un autre plaisir coupable. Là, j'y repense un petit peu. Ah ouais. Un band qu'on parle pas beaucoup, que à toutes les fois que j'en entends, j'haïs pas ça. OK. Mais je sais que c'est pas hot de dire que t'aimes ça. Ouais.
Panic at the Disco. Ça, c'est bon. Moi, j'aimais ça. Yeah, tu dis des affaires, c'est comme un band que les gens aiment détester. Hein? Ouais, mais dans le temps de J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu au même titre que Nickelback, mais dans leur style. Mais dans le temps, moi, j'écoutais ça au même type que Fall Out Boy. Là. Mais leur premier album, il était un petit peu dans le même film. Après ça, ils sont virés pop. Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies. Cet album-là était excellent. Ça, c'était sorti en même temps que justement, c'était vraiment en veine un petit peu pop-punk. Mais je pense pas que c'était. Mais moi, je parle pas de cet album-là, je parle des albums plus tard. Là. Ah, ok. C'était les derniers albums qui sortent. Parce que moi, l'époque Panic at the Disco que tu parles, ce premier album-là, dans tête, moi, c'était pas populaire non plus. Là. Mais ils font plus. Parce que moi, dans ce temps-là, mettons, à cette époque-là, ce que je pense, là, c'est Panic at the Disco, My Chemical Romance puis Fall Out Boy. C'était 3 bands qui n'étaient pas nécessairement bien reçus par le grand public. Ça, genre, Fall Out Boy? Moi, j'en parlais pas à mes amis, encore une fois, de toutes ces bands-là. Ouais. Non, mais Fall Out Boy, ils ont tout le temps été bien réputés. My Chemical Romance... Moi, il y avait beaucoup l'époque aussi emo. Hein. Ouais. Tu sais, moi, genre, si t'écoutes du emo, puis là, t'es comme, Puis là, tu te tranches les veines, puis tu pleures avec des cheveux noirs. Mais ça, c'était-tu des bands emo? Puis. My Chemical Romance, oui. Quand même, man. Mais Fall Out Boy, ah ouais? Fall Out Boy, non. Mais c'est My Chemical Romance, Panic at the Disco. Moi, j'ai l'impression que emo, c'était The Used. Ouais, c'est ça, Funeral for a Friend. Ouais, mais je savais, moi, que, mettons, les emo qu'il y avait à mon école secondaire écoutaient ça. Mettons, c'est du My Chemical Romance, Panic at the Disco, The Used, Dashboard Confessional. Tu sais, des trucs comme ça. Mais encore une fois, moi, j'aimais ça. Fait que j'en parlais avec eux autres. C'était bon, Dashboard. Ouais, j'avais oublié qu'il existait, mais ça, c'était bon. Mais oui, tu sais, il y en a plein, man, tout dépendant à l'époque de ta vie, des plaisirs coupables comme ça. Puis dans le fond, le emo, moi, j'aimais ça. Puis c'était pas tant populaire du emo à l'époque. Là. C'était très étiqueté comme étant un peu, pas loser, mais je sais pas comment dire, c'est underground. Là. Mais c'était pas, c'était plus... C'était niché, là. Je sais pas si c'était pas populaire. C'est juste que t'étais soit dans le clic ou tu l'étais pas. En fait, c'est que c'était bourré de préjugés, man. Je pense pas que les mots étaient dans les populaires de l'école. En tout cas, moi, il était pas dans les populaires de l'école. Dans la mienne. Dans mon école, pas non plus, ce qui était populaire, c'était le rap. Là. C'était dans le sens que, honnêtement, c'était la clique des populaires. C'était moi, avec les filles Baby Fat, puis les gars Carl Kenny, puis là-bas, c'était ça, les populaires de l'école. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est même les métalleux, l'étaient pas. Les skateurs, c'était beaucoup les amis des rappeurs, moi, à l'époque. Il y avait beaucoup qui étaient cool, qui faisaient du skate, puis qui étaient habillés en Spitfire, Billabong, puis tout. Ouais. Ça, c'était les plus cool, mais tout ce qui était métalleux... C'est-tu une grosse école? Ouais, l'école secondaire, la Camaradiseur, comme une grosse école secondaire. OK. Puis, ouais, il y avait beaucoup Parce qu'il n'y avait pas des grosses cliques, moi, à mon secondaire. Tu sais, il y avait, genre, les gens qui écoutaient du rap. Ouais. On était 10 qui écoutaient du punk. Puis, mais peut-être plus que ça, là, mais on était vraiment pas beaucoup. Mais on n'était pas une gang, forcément, là, dans le sens que... nous autres, il y avait... Ben, tu sais, quand des métalleux, j'ai même pas souvenir d'avoir vu des métalleux. Je devais être le seul qui écoutait du Cradle of Filth. Mais tu sais, gang, mettons, il y avait 5-6 personnes qui écoutaient du trash, 5-6 personnes qui écoutaient... Fait que c'était pas des gangs, là, ils sont 35 qui écoutaient le même genre de musique. Mais oui, il y avait vraiment des étiquettes. Puis je serais curieux de voir dans la cour d'école, actuellement, je pense plus que c'est... Mais, en tout cas, quand je parle avec ma fille, ça ressort pas. Mais elle est jeune, c'est plus au secondaire. C'est plus au secondaire, mais j'ai hâte de voir quand même les goûts musicaux, ça a encore vraiment un aspect de l'identité au secondaire actuellement. J'ai l'impression que c'était très prenant dans notre temps, les étiquettes. Je me demande si ça l'est autant aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, je serais... Même si vous avez des kids ados, moi je suis curieux de savoir, ça existe encore. Il y a encore des guerres de style et d'étiquettes. J'ai l'impression que vestimentaire, oui. Tu sais, tu dois avoir les gens qui s'habillent bien et les gens qui s'habillent moins bien, là, tu sais, qui sont comme à mode. Oui, mais en même temps, la musique dictait ton look aussi, en général, quand même. Tu sais, la plupart des gens te regardaient et tu savais quel genre de musique qu'ils écoutaient en général dans l'identité à l'école secondaire, tu sais. Puis justement, maintenant, j'ai l'impression que... Tu sais, je vois beaucoup de jeunes, c'est quand je vais me prendre une fois un café puis que j'oublie que l'heure du midi, c'est l'heure du secondaire à côté. Ouais. Ils ont tous l'air habillés en pyjama, là. Ils sont comme tous habillés en mou, mais avec des gros crewnecks extra larges puis des gros pants. Puis je sais comme, Chris, ils ont oublié de s'habiller. Mais c'est bien correct, c'est ça le style. Mais en général, j'en vois vraiment moins. Puis des fois, je vois du monde plus en noir, c'est plus métalleux. Mais j'ai l'impression que c'est moins prenant que ça l'était. Ça se peut. Pour vrai. Mais je suis curieux, comme tu disais, si vous avez des kids, des ados, la musique, est-ce que ça a encore une place prenante dans leur identité, puis dans les looks, puis dans la popularité? J'ai l'impression que ça l'est pour les gens qui trippent country.
c'est New Country, là. Oui. Comme là, t'es capable de les reconnaître, là, les autres chapeaux de cowboy. Puis, c'est sûr que si tu serais Guylaine Tanguay, tu dois pas être dans la... Moi, j'ai l'impression que les filles baby fat aujourd'hui, ils portent des chapeaux de cowboy. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Ouais, oui. Le New Country et le New Baby Fat, là. Ouais. T'es sûr. C'est sûr. Ben. Puis moi, je sais pas pour toi, les filles Baby Fat de mon école, ceux qui étaient vraiment chicks, ceux que j'ai recroisés à l'âge adulte, c'est... là, j'ai pas... j'ai pas eu la même sexiness, là. Non? Non. Ça a pas toujours... J'ai pas été regarder ça. Tu sais, moi, je lookais correct, puis pas tant populaire, puis tu sais, j'ai bien mûri. Disons. Il y en a que leur apogée était au secondaire puis qu'il y a eu une longue déchéance après. Là. Mais tout ça pour dire que c'est pas le sujet. On parle pas de beauté, mode et maquillage. Non. Là, on parlait de plaisir coupable, mais là, je vois le temps. Puis je sais pas si c'est encore beaucoup de stock à dire, mais j'avais fait piger un deuxième sujet à chat. Si on se lance Ben, vas-y. On était combien de temps? On est à 41 minutes. Ben, je pense que j'irais là-dessus. Pourquoi? Parce que j'aurais pas énormément de choses à dire, je crois, tangible. Toi, plus que moi, c'est la musique de jeux vidéo qui résonne. Ah, c'est ça qui était... nous, ouais. Oh shit, ça, c'est un gros sujet. Ben, c'est un gros sujet, mais je te laisserais commencer dans toi, mettons, qu'est-ce qui te parle, parce que... Hey, ça, c'est un gros sujet. Est-ce qu'on fait un épisode de 40 minutes, puis on en fait un deuxième, qu'on parle des jeux vidéo? Ou on fait un part 2, puis on lance ça en 2 podcasts dans la même semaine? On pourrait, mais... Moi, je pense pas que je vais avoir 40 minutes de jeux vidéo. Ah ouais, OK. La dernière fois, on avait 1h25. Fait que, ouais, OK. Fait qu'on a fait la moitié. C'est vrai, t'as raison. Tu sais, je pense qu'on pourrait se lancer là-dedans. Je pense que, comme tu dis... Jeux vidéo. Tu avais moins de contenu que moi pour le plaisir coupable. Là, ça va être le contraire. Parfait. Jeux vidéo. T'as-tu Pose-moi une question. Ben, c'est quoi ton top album de musique de jeux vidéo? Top album, pour différentes raisons. La trame sonore de Super Metroid est probablement la chose que j'écoute le plus souvent en jeux vidéo. Okay. C'est une trame sonore qui a été reprise... Mais en fait, la version originale, ça va. C'est une version Super NES, etc. Mais il y a eu beaucoup de rééditions symphoniques, etc. C'est une trame sonore qui est très dans l'ambiance. Fait qu'il n'y a pas un peu de mélodie qui va jouer, etc. Mais beaucoup d'ambiance, beaucoup de feutrage, etc. Album super agréable, même au Super NES, la trame sonore était hyper impressionnante pour l'époque. Gros crush sur cette trame sonore-là. Ouais. Au Super Nintendo, il y en a beaucoup. Donkey Kong Country 2. Ouais. N'importe qui connaît un peu les jeux vidéo puis les musiques vont comprendre pourquoi. Ouais. C'est David Wise qui avait composé la trame sonore, le même que fait Donkey Kong Country 1. Mais vraiment, c'est probablement l'apogée des musiques de jeux vidéo. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure trame sonore de jeu au Super Nintendo. Je suis prêt à mettre un billet de 20 là-dessus. Les gens vont pouvoir me contester. Mais il y avait vraiment une richesse de composition. Il y a des chansons comme c'est quoi, Sticker Brush Symphony, quelque chose comme ça, qui est juste sublime. Puis encore, juste la version du Super Nintendo s'écoute super bien. Ouais. Je l'ai en vinyle, cette trame sonore-là, parce que j'adore cette trame sonore-là. C'est riche, c'est complet. C'est vraiment, en fait, c'est... Tu sais, il y a des jeux vidéo, des fois, qui ont des trames sonores qui auraient pu être portées en film. Tu sais, qui ont pris... Ouais. On fera pas une trame sonore de jeu, on va faire une trame sonore de film pour un jeu. Mais toi, t'écoutes régulièrement, mettons, en vinyle ou en CD, des trames sonores de jeu sans jouer au jeu, mettons? Oui, parce que moi, c'est des jeux que quand la tune joue, je sais exactement ce que c'est dans le jeu. Fait que tu sais, je me visualise le jeu quand j'écoute la trame. Je vois le truc. Je pense que le seul jeu vidéo, moi, que je peux dire qui me fait ça, c'est Ocarina of Time. Ouais. C'est Ocarina of Time, tu mets, je le sais que on est où, dans quel monde, dans quelle partie du jeu et tout, à quel moment du jeu. Mais ça, c'est vrai. Mais pour moi, en fait, c'est que j'adore la musique de Ocarina of Time. Ça, c'est peut-être une exception à la règle. Je sais qu'il y a des versions lo-fi qui sont intéressantes de la musique de Zelda en général. En fait, la musique en général de tous les Zelda, que ce soit Link to the Past, Ocarina of Time, Breath of the Wild, whatever quoi, les tracks sont vraiment bonnes. Tu sais, j'aime l'ambiance, mais c'est rare que je m'arrête à l'écouter, mettons, je sais pas, en travaillant ou en... Tu sais, j'ai pas vraiment de contexte qui font en sorte que je vais l'écouter. Par contre, j'adore la musique. Au même type que, mettons, Ori 1 et 2,
Je les trouve vraiment bonnes, les musiques. Puis je pouvais les télécharger quand j'achetais les jeux, la petite carte. Puis il y a comme genre 92 chansons finalement. Fait que tu sais, je les ai dans mon téléphone, mais jamais que j'ai fait si j'écouterais la trame sonore d'Ori. Ouais. Tu sais, quand j'arrive dans le monde, je trouve que ça ajoute en fait de la texture. Ça ajoute une expérience dans l'univers et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Mais je viens pas. Je trouve jamais de moment. Mais des rééditions symphoniques de Ocarina of Time valent la peine. Ah, mais ça, je suis d'accord. Un album qui s'appelle Heroes of Time, qui est sur Spotify et partout. C'est une réorchestration de Ocarina of Time qui est magnifique, là, qui est sublime. Ben ça, j'irais le voir. Ocarina of Time au Grand Théâtre. C'est sûr que j'irais. J'irais les voir puis je suis très prêt. Est-ce que je l'écouterais sur une base régulière? Je pense que je vois pas le contexte que je le fais. Dans quel contexte que tu as le goût d'écouter Super Metroid? Le soir, quand je suis tranquille, puis que j'ai juste le goût d'avoir une musique, tu sais, de quoi l'apaisant. Un fond, là. Oui, un fond peut-être avec une écoute active. OK, mais tu t'arrêtes et tu fais juste ça. Je l'écoute. Okay. Ça va m'arriver. Tu sais, des moments où, plus des moments de tranquillité. Tu sais, je vais écouter ça. C'est moins engageant. Ou des fois avant de me coucher, comme souvent, avant de m'endormir, c'est comme ma petite. Je vais me partir une musique, puis comme je vais l'écouter. Puis ça, c'est comme, il n'y a pas de parole, fait que c'est juste de la musique. Mais ça, je comprends. Il y a une chose, puis on revient sur le plaisir coupable. T'as fait un album Lo-Fi de Petit Roi. Ouais. Je le trouve vraiment bon. Ouais. Puis je l'écoute, puis des fois, ma blonde a fait comme, mais donc, l'album de Lo-Fi, puis on joue genre au skip-bo, là. Puis c'est juste le fun à avoir, man. Puis ça, parce que quand que je lis dans des endroits publics, puis il y a beaucoup de bruit, ça m'énerve un peu, des fois. Fait que je joue au cours de danse de ma fille, puis je l'attends sur place avec mon livre de Patrick Sénécal. Ben, là, il y a plein de bonnes femmes qui dansent, puis qui parlent, puis qui ça jacasse. Puis là, j'ai de la misère à me concentrer. J'amène mes écouteurs, je me mets du lo-fi. C'est pas dérangeant, ça m'empêche pas de lire. Parce que c'est versus une musique qui a des paroles. Tu sais, je pourrais pas écouter du engine de poitrine en lisant. C'est beaucoup trop stimulant. Je pourrais pas écouter des trucs avec des paroles engagées trop. En tout cas, dès qu'il y a des paroles, ça marche pas. Lo-fi, je trouve que ça amène juste un petit côté feutré agréable. Ouais. Ça me plonge dans le moment. Ça fait un bruit ambiant intéressant, pas trop préoccupant. Puis ça me permet de me concentrer. Fait que dans ce sens-là, effectivement, qu'à part notre album de Lo-Fi, je pourrais écouter, mettons, du Ocarina of Time, puis ça serait parfait. Avec une effectivement. Mais c'est ça. Tu sais, Final Fantasy, généralement des super belles trames sonores. C'est vrai que c'était bon, ça. Final Fantasy X, une chanson qui s'appelle To Zanarkand, qui est probablement une des plus belles mélodies. Piano, etc., orchestration, vraiment, vraiment belle chanson. Ça aussi, j'ai comme une petite playlist de chansons, soit de films ou de jeux vidéo que je me mets des fois le soir, puis tout est dedans systématiquement. Fait que Final Fantasy, généralement, des super belles trames sonores où est-ce qui appuient super bien leur jeu, mais qui s'écoutent bien en stand-alone. Là, j'essaie de penser à des trucs... Mais moi, je suis curieux, en général, mettons, c'est toi qui travailles dans le jeu vidéo, Foundation, mettons, est-ce qu'il y a une grande partie... Si j'ai jamais joué, est-ce qu'il y a une grande partie musicale au jeu? Ben, ça n'a pas la même... je ne vais pas non plus parler trop parce que c'est pas moi qui fais la direction musicale. Mon but, c'est pas de dire si c'est... Mais tu sais, je suis juste curieux de savoir... T'as différents types de jeux. T'sais, moi, j'ai travaillé chez Ubisoft, puis là, je travaillais chez Polymorph. Chez Ubisoft, on travaillait sur des jeux comme Assassin's Creed, etc. La musique, il y a des musiques qui sont... T'as une équipe qui fait la musique? Oui, mais sauf que c'est souvent des équipes externes, etc. C'est des musiciens qui... Ah, c'est ça. Fait que c'est pas, mettons, une équipe à l'interne. C'est souvent dans les jeux vidéo, c'est souvent des musiciens de l'extérieur parce que ils vont... tu vas faire un Assassin's Creed Viking... Ben, tu veux une musique traditionnelle avec des instruments traditionnels. Fait que je suis curieux de savoir, c'est quoi, il y a comme un appel d'offres, il y a des candidatures. J'en ai aucune idée. C'est pas moi qui... Non, mais je me disais que peut-être que tu aurais pu le savoir, mais je suis curieux de savoir comment que ça naît. Mettons, justement, ça, c'est une musique de jeux vidéo. Est-ce que c'est les concepteurs qui se tournent, mettons, vers des artistes? Est-ce qu'il y a comme un appel d'offres? C'est sûr qu'il doit y avoir une recherche aussi. C'est intéressant. Etc., qui vont magasiner, qui vont... Oui, parce que c'est un art en soi. Là, Zelda, mettons, je pense à Ocarina of Time, enlève la musique, c'est pas le même jeu. Ouais. Honnêtement, mais Nintendo ont des t'as beaucoup des compagnies qui ont, je pense, des gens qui font affaire régulièrement. Nintendo, beaucoup de leur musique,
c'est les mêmes compositeurs qui sont derrière. C'est pas à tous les jeux, c'est une nouvelle équipe. C'est souvent les mêmes. Je pense que Assassin's Creed, de mémoire, c'est Jasper Kidd qui fait beaucoup les musiques d'Assassin's Creed, mais après ça. C'est quand même hot, ça, comme job, je trouve. C'est quand que ta marque de commerce, c'est moi, je fais la musique pour Nintendo. J'ai fait la musique pour ci, ça. Puis c'est renommé, c'est facile à étiqueter. Tu fais comme ça, tout le monde. Mettons de la musique de Mario Bros, de la musique de Metroid, de la musique de Zelda. À partir du moment que tu connais minimalement le monde du jeu vidéo, c'est des musiques qui sont très parlantes. Tu fais comme ça vient de ce jeu-là. Donkey Kong Country. Je trouve ça hot que la musique apporte une identité propre à l'univers du jeu vidéo aussi. Puis c'est compliqué dans le sens que faire un album de musique, c'est une chose. Dans un jeu, puis même dans un film, tu vas doser. Dans un jeu, tu as des musiques qui vont être là pour être emblématiques, puis que tu fasses comme, comme là, je reconnais le thème. C'est compliqué, même, de créer un emblème qui joue. Mais après ça, tu as plein de musiques qui viennent habiller ton jeu. Il faut pas que ça devienne chiant de l'entendre. Tu vas te promener dans, mettons, on parle de Ocarina of Time, la petite musique quand tu rentres dans le château. Moi, je pensais à celle quand tu rentres dans la forêt au début. Mais c'est le fun à écouter. Ben oui, c'est le fun, mais tu veux pas une chanson que si tu passes 20-30 minutes quelque part, que tu fasses comme je suis plus capable, tu as descendre le son. Fait que le ballon, il est tough. Fait que il y a des jeux. Une des plus belles trames sonores de jeux, c'est pas forcément dans le même style, mais Death Stranding. C'est malade. En fait, c'est en gros. Pourquoi j'ai oublié son nom? C'est. J'ai oublié. J'ai un gros blanc sur le nom du gars en tant que tel, mais. Ils ont pris principalement des chansons d'un artiste qui... Low Roar. C'est dur à dire. L-O-W, espace R-O-A-R. Roar. Il n'a pas collaboré avec Youngblood, lui? Je pense pas. Il est décédé, en fait. OK. Donc, mais, tu sais, le jeu, t'es comme, on pourrait dire, tu te promènes dans des décors, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est super épuré, des collines, etc. Puis une grosse partie du jeu, c'est vraiment juste de transporter du stock puis de pas tomber. Okay. Mais... t'es dans des grands landscapes, c'est toute de la musique super vaporeuse, puis comme ça habille ton voyage. Mais c'est carrément ça, c'est un habillage qui est super important, là, la musique dans les jeux vidéo. T'sais, pour moi, c'est une partie essentielle de l'expérience du gamer, d'avoir parce que ça, c'est des sons qui sont intéressants, qui sont marquants, qui sont transgénérationnels. Puis c'est hâte de trouver vraiment une essence propre à un jeu ou une saga, en fait, puis de la réinventer, parce que ça aussi, si tu te réinventes là-dedans, mais en gardant ta recette originale, je trouve que c'est quand même un art en soi, puis pour moi, la musique dans les jeux vidéo, hyper important. Puis, vraiment. Je trouve que, en général, les meilleures trames sonores se trouvent dans les jeux RPG, de façon générale, parce que c'est des jeux qui sont tellement longs, puis tellement scénarisés, que il y a beaucoup d'habillage musical, il y a beaucoup des moments où tu vas te promener longtemps à un endroit, fait qu'ils vont habiller ça pour que ce soit beau, que ce soit plaisant, etc. Square Enix, qui font Final Fantasy, etc. Généralement, leurs trames sonores sont tout le temps une pointe. De façon générale, font vraiment des bonnes trames. Voilà. Puis après ça, tu as plein de jeux. Sur 64, il y a plein de trames sonores que j'aime. Diddy Kong Racing, vraiment une trame sonore que j'aime écouter encore de temps en temps, puis que je vais me partir. Mario 64, la trame sonore, il y a plein de bangers là-dedans. Puis c'est là, je m'éloigne, mais en même temps, je reste dans le terme. Des jeux comme Tony Hawk's, comme Need for Speed, comme NHL, c'est des trames sonores aussi, mais avec des artistes connus. Mais Chris, il y a des chansons, mon gars, que j'ai découvert, moi, sur du Tony Hawk's, NHL, Need for Speed. À l'époque, c'était une des façons avec laquelle je découvrais ma musique. Pour elle. Là. Mais il y avait deux façons. Tony Hawk m'a appris plein de bandes de punk à l'époque. Puis ça, puis Musique Plus. À cette heure, c'est cool si t'as une feature dans un Tony Hawk. Petit Roi serait là, je serais vraiment content. Mais ça n'a plus le même impact que genre 90. Mais c'est vraiment ça. En fait, je rajoute un troisième. C'est les jeux vidéo comme Tony Hawk's, NHL, Need for Speed et tout. Musique Plus. Et les Archambault, HMV de ce monde, avec les stations d'écoute, où ce que tu allais, puis comme les disqueurs. Je pense que moi, c'était les trois façons que j'écoutais de la musique. Puis après ça, mettons, quand c'était rendu à downloader, j'allais sur LimeWire, mais parce que j'avais découvert un artiste par
un de ces médias-là. Ouais. Puis ça, c'est vrai, maintenant, Spotify, man, tu peux mettre le mode DJ, découvrir plein d'affaires. T'as 50 000 moyens, man, de découvrir de la musique à cette heure. Mais dans le temps, les jeux vidéo m'ont apporté énormément de goûts musicaux. Ben oui, j'ai déjà fait une trame sonore de jeu. Hein? Ouais. Ah ouais? Mais le jeu n'existe plus. Mais pourquoi? Il y a peut-être une dizaine d'années, j'avais fait la musique puis tout le sound effect pour un petit jeu de casino sur mobile. Mais c'était cool. C'était le fun. J'ai fait ça dans ma vie. Mais j'ai oublié le nom du jeu. Ouais. C'est un jeu sur téléphone. Oh, c'est un genre de jeu de loto sur, drôle, sur téléphone. Fait que je pense plus que j'ai encore la musique de ça. Mais toi qui fais de la musique, puis qui compose depuis longtemps, t'as déjà pensé à faire de la musique pour un jeu vidéo? Moi, j'ai très prêt à faire ça. Ouais? J'ai très prêt, c'est juste que j'ai aucune idée comme où. Ah ouais, mais ça doit être diriger pour ça, mais genre juste, même si c'est pas un jeu connu, même si c'est un petit indie game, tu sais, comme juste faire une trame sonore, là. Ah ouais, tu sais, mettons que Sabotage, il décide de faire un Messenger 2. Ça serait pas le genre de musique que je serais capable de faire. Non. Ouais, non. C'est j'ai plus pas, chapeau, hein. Ben, j'ai rien pour faire du chiptune pis des trucs comme ça, là, fait que... Quel, mettons, jeu que tu ferais si j'aurais aimé ça pouvoir composer, que j'aurais aimé ça avoir composé ça, là? Tu veux dire que j'aurais aimé... tu serais capable de faire. Que je serais capable de faire. Que, si tu fais comme... Si j'aurais été capable, j'aurais aimé faire ça. Je pense pas... Des jeux à la Ori and the Blind Forest, tu sais, des trucs qui sont vraiment poétiques musicalement, je pense que j'aimerais ça. Mais pour elle, la trame sonore de Ori, man, là, ça, je pense que j'aimerais ça. Sont vraiment bonnes, là. Ah oui. Tu sais, ce genre de jeu-là, en tant que tel, je pense qu'il serait le fun. C'est de l'orchestration, c'est beaucoup de l'ambiance. Fait que ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Ça fait, puis des jeux avec Ori, il y a de l'art en soi parce que faut que ton art musical s'agence à l'art visuel. Surtout, c'est des mondes qui sont hyper colorés, c'est chargé. Il y a une beauté dans ces jeux-là que j'adore, mais la musique apporte énormément aussi parce que justement, c'est un tout. L'univers, c'est un beau jeu. Côté, là, c'est vraiment unique, c'est une beauté. Hey, on parlait de plaisir coupable. Là. J'en ai un autre qui m'a popé, je sais pas pourquoi. Parce qu'on parle de jeu. Puis là, je réunis les deux ensemble. Je suis un gros fan d'un jeu qui s'appelle Beat Saber. Puis j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Puis j'avais acheté tous les packs quasiment du jeu. En commençant par ceux que j'avais vraiment envie. Fait que j'allais chercher celui de Green Day, j'allais chercher Lady Gaga, nanana. Puis à un moment donné, je suis comme, je vais en veux d'autres. Puis il y a des affaires que j'étais un peu réfractaire en tant que tel, dont BTS. C'est quoi BTS? C'est un groupe de pop coréen, de K-pop. OK. Puis... ça me dit fuck all. Puis tu vois, ça, de base, c'est vraiment pas le genre de musique que j'écouterais, mais à cause que j'ai joué plusieurs fois les tunes parce que je veux juste jouer au jeu, j'ai commencé à quand même apprécier BTS. Puis là, mon gars, il a commencé à triper là-dessus aussi, puis etc. Ça, par la bande, là, je sais pas si t'as encore des vidéos sur ton profil de toi qui fait ça. Je parfois, sais pas, là. Sûrement. Mais putain, man, que tu le fais avec une facilité. Puis je sais qu'il y a de la pratique, là, mais une facilité déconcertante. Là. Tu sais, moi, je sais que je le sais avec ta blonde, puis qu'on est à easy avec une toune de Guns N' Roses, puis on rush. Là. Ah oui. Puis toi, t'es là à faire Godzilla de Eminem, man, à je sais pas quelle difficulté. Là. Puis, tu sais, tu bouges à peu près pas. Là. Ça, honnêtement, man, ça a l'air facile en crise. Là. Un peu comme le gars de Guitar Hero que je t'ai montré. Fois, man, qui joue à Dragon Force, je sais pas pourquoi. À ce niveau-là, man, c'est de record, là, mais c'est un jeu, man, que te voir jouer, c'est vraiment fascinant. Ah oui, j'adore ça fait bouger aussi, mais c'est vrai que... Fait que t'as découvert BTS, qui est un truc coréen. Oui. Mais c'est un peu... C'est tough à jouer avec tes sabres? Pas particulièrement. Peut-être que toi, tu trouverais ça dur. Non, c'est sûr que oui. Mais c'est un peu comme les Backstreet Boys. C'est un boys band. Coréen. Le K-pop, c'est vraiment des boys band coréens. C'est tous des petits gars qui ont l'air d'avoir 14 ans, mais qui en ont 27. Là, genre, puis ils ont l'esthétique là, très lichée, etc. Puis comme chorégraphie, non. Là, tu es en train de nous dire, toi, que t'aimes beaucoup les guerrières de la K-pop là, sur Netflix. J'ai pas écouté. Puis mon gars, il l'a pas écouté. Non plus? Non. Ma fille l'a écouté, ça m'a pas intéressé de l'écouter non plus. J'ai pas de préjugés, mais j'ai pas d'intérêt. Mais je sais qu'il y a eu une grosse vibe de tout ça, mais j'ai pas subi ça.
Peut-être que c'est dangereux pour toi, ça. Si tu l'écoutes, ça se peut que tu deviennes. C'est peut-être moi c'est peut-être ton prochain plaisir coupable. C'est vrai. Les guerrières de K-pop, même je te vois vraiment habillé avec des petites couettes mauves. Ça serait malade. J'aimerais ça. Ouais. Mais non, jeux vidéo, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est probablement dans les trames sonores, je suis un bon fan de trames sonores de jeux. Ouais. D'ordre général, là, j'aime vraiment, vraiment ça. Je suis en train de faire, pour la première fois de ma vie, Final Fantasy VII. OK. J'ai commencé souvent, j'ai jamais fini. Puis là, j'approche de la fin. Puis encore une fois, dans ce jeu-là, il y a une couple de tunes que je fais comme ça c'est bon. Ouais. C'est vraiment des bonnes tunes. Mais voilà, je suis reparti dans un trip de Final Fantasy. Là. Ouais, mais c'est ça, je veux t'en acheter un sur la PSP. Sur PSP, j'ai ressorti ça des boulamites. Très fait que non. Mais oui, sinon, une autre trame sonore que j'ai en vinyle, Yoshi Island. Ah ouais. Vrai, j'aime beaucoup ce jeu-là. Trame sonore vraiment funny, sympathique. Fait que... Mais je pense qu'en général, Nintendo va, pour moi, être la compagnie que je vais avoir le plus de souvenirs fiables de trames de jeux vidéo. Puis c'est l'identité d'un jeu, comme on parlait tantôt, est définie énormément par la musique pour énormément de classiques de Nintendo. T'sais, Nintendo, je pense qu'ils ont vraiment exploité cette... c'est vrai pour d'autres jeux, mais sauf que Nintendo, je trouve que c'est une force de cette compagnie-là, d'avoir vraiment des classiques intemporels pour plusieurs franchises. Là. Ouais. Puis tu sais, quand t'as un abonnement, c'est quand même cool. C'est un truc qu'ils sont pas obligés de faire, qu'ils ont fait. J'utilise pas si souvent, mais c'est quand même le fun. Quand t'es abonné à leur service online, t'as l'application musique de Nintendo, puis il y a plein de trames sonores de leurs jeux. Que tu peux écouter un peu comme un Spotify, mais de jeux Nintendo. OK. C'est quand même le fun. Là, ça m'arrive de temps en temps dans pas. Ça veut dire que j'ai ça? Oui. Tu le savais pas, hein? Non. Ben là, tu le sais. Fait que si tu le savais pas à la maison, ben va chercher ça. C'est cool. C'est comme... Moi, mon Nintendo Online me sert principalement à avoir toutes les courses extra de Mario Kart 8. Ouais. Fait que... mais non, non, trame sonore, il y en a une couple. Mais Death Stranding, si j'avais à faire un top 3, là, Death Stranding, allez écouter la trame sonore. Ça reste que c'est des tunes de d'autres bandes, là. Mais joue au jeu. En fait, il est cool. Puis sinon, Super Metroid, assurément. Puis Zelda Ocarina of Time, en version réorchestrée, là, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Vraiment excellent. Non, je pense que Zelda, ça, je serais content, man. Si je vois ça passer, mettons, en orchestre symphonique, Québec, Montréal, j'irais, là. Pour elle, là. Ça, c'est un univers que j'aime énormément. Ouais. Ça, je serais content. Ouais. Puis je suis pas mal sûr que ça se fait, man. Je sais pas à quel point que ça revient souvent. Ça doit, parce que là, il y en a un de Final Fantasy dans pas long à Québec. Ça, il y en a pour des films, man. Moi, dans pas long, au mois d'octobre, là, on va voir l'orchestre symphonique qui réinterprète Harry Potter 3 au Grand Théâtre. Je vais voir celui de Star Wars, moi. Ah ouais? Ouais. Mais c'est encore une fois, là, on parlait de jeux vidéo, puis là, clairement qu'on n'en parle pas là-dessus parce que ça, c'est encore plus la musique de film. Mais qu'est-ce des franchises de même, du Star Wars, du Harry Potter, du Seigneur des Anneaux et tout, man, la musique prend une place capitale dans ces films-là. Là. Ouais. Mais prochain sujet, c'est ce qu'on fait pour clore, à moins que tu aies encore beaucoup de contenu. Prochain. Ah non, je pense que ça va. Je pense que prochain, je commencerai avec ça. Musique de film. Puis si vous avez des musiques de films que vous aimeriez qu'on aborde ou que vous voulez nous partager puis qu'on inclut dans le prochain épisode, ça pourrait être bien. Très malade. On commencera avec ça. Puis quand on aura épuisé ce sujet-là, on demandera à Chat de fournir la conclusion du prochain. Fait qu'on a déjà, mais en même temps, le prochain, on verra parce qu'on a encore des invités en réserve, on doit le dire. Je vous dirai pas de nom, vous verrez en temps et lieu, mais on en a une couple. Puis là, c'est rendu une question d'organisation, d'agenda, parce qu'on a des vies de monsieur aussi, des jobs, des enfants. C'est vrai, puis, ça. La musique, puis tout. Mais reste qu'au final, oui, il va y avoir des invités bientôt. On a hâte de vous les faire découvrir. Donc, plaisir coupable et musique de jeux vidéo, je veux un choix de chacun. Prochain épisode, tu nous fais ta critique du nouveau single de Ashley Simpson. Ben, pour essayer là, c'est sûr que oui. All right. Hello, 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 V-E, hello, hello. Let's me talk about love.